Je m'appelle Nathalie, j'ai 26 ans. Et à l'instant où j'ai vu cette bague à sa main, mon monde entier a basculé. La même pierre d'émeraude, le même sertissage unique qui avait hanté mes rêves depuis 18 ans. Mon nouveau patron milliardaire portait la bague de mon père. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti complètement pris au dépourvu par un secret de famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'avais 8 ans quand mon père a disparu de ma vie sans explication. Aucun au revoir, aucune nouvelle adresse, aucun appel téléphonique. Un jour, il était là, me préparant des pancakes et m'apprenant à lasser mes chaussures. Le lendemain, sa partie du placard était vide. Ma mère n'en a jamais parlé. Quand je demandais où papa était parti, elle prenait cet air distant et changeait de sujet. Certaines personnes ne sont pas faites pour rester, était tout ce qu'elle disait, comme s'il était une sorte de visiteur saisonnier au lieu de mon père. Mais je me souvenais de tout chez lui. L'odeur de café et d'après-rasage qu'il dégageait. La façon dont il chantait faux sous la douche. Les histoires qu'il inventait sur des princesses courageuses qui se sauvaient elles-mêmes. Et cette bague d'émeraude si distinctive qu'il portait à la main droite. J'avais l'habitude de tracer la pierre avec mon doigt pendant qu'il me lisait des histoires. Celle-ci appartenait à mon père, m'avait-il dit une fois. Et à son père avant lui. Elle est très spéciale. Assez spéciale pour abandonner sa fille, apparemment. Après son départ, ma mère est devenue une personne différente. Plus silencieuse, plus triste. Elle cumulait 2 emplois pour essayer de garder notre petit appartement, mais ce n'était jamais assez. J'ai appris très tôt à ne pas demander de choses, à ne pas me plaindre quand le dîner était à nouveau des céréales. À ne pas mentionner les enfants à l'école qui avaient des pères à leur match de foot. Quand j'ai eu 12 ans, ma mère est tombée malade. Un cancer, bien qu'elle ait essayé de me le cacher pendant des mois. Je la trouvais en train de vomir dans la salle de bain et elle prétendait que c'était juste une gastro. Mais les enfants savent. Les enfants savent toujours quand leur monde est sur le point de s'effondrer à nouveau. Elle s'est battue pendant 2 ans. 2 ans d'hôpitaux et de traitements que nous ne pouvions pas nous permettre. 2 ans où elle maigrissait pendant que je vieillissais plus vite que je n'aurais dû. 2 ans où je m'occupais d'elle au lieu qu'elle s'occupe de moi. Et pendant tout ce temps, elle ne l'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Même quand elle était mourante. Même quand je l'ai suppliée de me dire qui il était vraiment et pourquoi il nous avait quittés, elle a emporté ses secrets dans sa tombe. J'avais 14 ans quand je suis officiellement devenue orpheline. C'est là que la véritable aventure a commencé, si l'on peut appeler une aventure le fait de passer de famille d'accueil en foyer. Certaines familles étaient gentilles. D'autres, eh bien, disons simplement que j'ai appris très tôt à me rendre invisible quand les adultes étaient en colère. Mais j'ai survécu. Plus que survécu. Je me suis battue pour terminer le lycée, j'ai cumulé 3 petits boulots pour payer mes études universitaires de premier cycle, et j'ai réussi à obtenir mon diplôme de commerce. À 26 ans, je m'étais frayé un chemin vers une vie respectable. Rien d'extraordinaire, mais la mienne. Cette bague, cependant, cette bague d'émeraude vivait dans ma mémoire comme une écharde que je ne pouvais pas retirer. Parfois, j'en rêve. De lui, revenant pour tout m'expliquer. Mais les rêves ne paient pas le loyer. Et j'avais appris il y a longtemps que les fins de contes de fées étaient pour les autres. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'au jour où je suis entrée dans cette salle de conseil et que j'ai vu mon passé me fixer depuis la main de mon nouveau patron. Après la mort de ma mère, l'État a essayé de trouver des parents. N'importe qui susceptible d'accueillir une fille de 14 ans avec des problèmes de confiance et une rancœur tenace. Ils n'ont trouvé absolument personne. Votre mère a été très méticuleuse pour garder son passé privé, m'a expliqué l'assistante sociale, feuilletant un dossier plus mince que mes espoirs d'une enfance normale. Aucun contact d'urgence, aucune famille mentionnée nulle part. Même morte, ma mère gardait ses secrets. Ma première famille d'accueil était les Johnson, un couple d'âge mûr qui partait d'une bonne intention, mais qui avait déjà 4 enfants. J'étais le cas de charité, la bouche supplémentaire qu'on les payait pour nourrir.
Il n'était pas cruel, juste indifférent. J'ai appris à faire ma propre lessive, mes propres repas, et à gérer mes propres problèmes. Nathalie est très indépendante, disait Madame Johnson à ses amis. Comme si l'indépendance était quelque chose que j'avais choisi, et non quelque chose qui m'avait été imposé par les circonstances. Indépendante, n'est-ce pas? C'est comme ça que les adultes appellent ça quand une enfant s'élève toute seule. J'y suis restée 6 mois avant de passer dans un foyer de groupe. Pas parce qu'ils m'ont mise à la porte, mais parce que j'ai demandé à partir. Vivre avec des gens qui vous voient comme une obligation plutôt qu'une personne devient vite lassant. Le foyer de groupe était en fait mieux. Au moins là-bas, tout le monde était dans le même bateau. Nous étions tous des enfants abandonnés, tous essayant de comprendre comment devenir des adultes fonctionnels sans aucun plan de route. Le personnel était surchargé de travail mais s'en souciait sincèrement. Et ma colocataire, Sarah, est devenue la sœur que je n'avais jamais eue. Tu te demandes parfois si tes parents pensent à toi, m'a-t-elle demandé un soir, alors que nous étions allongés dans nos lits étroits, à fixer le plafond. Tous les jours, ai-je admis. Mais se poser la question ne change rien. Les parents de Sarah étaient des toxicomanes qui avaient perdu sa garde quand elle avait 9 ans. Au moins, elle savait pourquoi ils étaient partis. Mon père s'était juste évaporé, comme s'il n'avait jamais existé, à l'exception de cette bague gravée dans ma mémoire et de la façon dont je cherchais encore parfois son visage dans la foule. Le lycée, c'était le mode survie. Je n'étais ni la plus intelligente, ni la plus jolie, ni la plus populaire, mais j'étais déterminée. Pendant que les autres s'inquiétaient de leur cavalier pour le bal de fin d'année et de leur candidature à l'université, je travaillais dans un restaurant après l'école et les week-ends, économisant chaque centime pour ce qui allait suivre. L'université n'était même pas dans mes projets jusqu'à ce que ma professeure d'anglais, Madame Rodriguez, me parle en terminale. Tu es trop intelligente pour gâcher ton potentiel, dit-elle sans détour. Université de premier cycle, aide financière, programme d'alternance. Il y a un chemin pour toi si tu le veux. Le vouloir? J'avais voulu beaucoup de choses au fil des ans. Un père qui reste, une mère qui vit, une famille qui s'en soucie. Mais vouloir et obtenir étaient deux choses différentes dans mon expérience. Pourtant, j'ai postulé, j'ai été acceptée, j'ai obtenu assez d'aide financière pour m'en sortir si je vivais de nouilles instantanées et d'optimisme. Les 4 années suivantes furent un tourbillon de cours, de petits boulots et de très peu de sommeil. J'ai étudié le commerce parce que cela semblait pratique, stable, le genre de diplôme qui mène à des salaires réguliers et à une assurance maladie. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et personne à appeler pour partager la bonne nouvelle. À ce moment-là, j'avais appris à célébrer mes victoires seule, appris à être ma propre pom-pom girl, mon propre système de soutien, ma propre famille. Ce n'était pas exactement sain, mais ça fonctionnait. J'étais fonctionnelle, employée et complètement autonome. Le jour où j'ai été embauchée chez Morrison Industries, je me suis offert un dîner dans un vrai restaurant au lieu de mon plat à emporter habituel. Assise là, seule avec mon repas de célébration, j'ai pensé à quel point ma mère aurait été fière. À quel point peut-être même mon père aurait été impressionné par la femme que j'étais devenue, malgré son abandon. Je n'avais aucune idée que, moins d'une semaine plus tard, je serais assise en face de quelqu'un qui pourrait répondre à toutes les questions que je m'étais jamais posées sur lui. La vie est drôle comme ça. Juste au moment où vous pensez avoir fait la paix avec le passé, il se présente en costume à $1000 et avec la bague de votre père. Morrison Industries occupait 3 étages d'une tour de verre en centre-ville, le genre de bâtiment qui criait la richesse à quiconque se trouvait dans un rayon de 5 mètres. J'avais fait des recherches obsessionnelles sur l'entreprise avant mon entretien, mémorisant les chiffres d'affaires et les participations commerciales comme si je me préparais pour des examens. Le vieil homme, Robert Morrison, avait bâti un empire à partir de rien. Immobilier, investissement technologique, fabrication. Si ça rapportait de l'argent, Morrison Industries y avait une part. Il était mort 6 mois plus tôt, laissant tout à son fils, Marcus, qui avait la réputation d'être aussi brillant qu'impitoyable. J'ai été embauché comme analyste junior, ce qui était une façon élégante de dire que j'allais analyser des chiffres et préparer des rapports que personne d'important ne lirait jamais. Mais c'était un pied dans la porte d'une entreprise qui pourrait changer ma vie.
Et j'avais appris à apprécier chaque opportunité qui se présentait. Ma première semaine fut consacrée à l'orientation et à la paperasse, à me familiariser avec l'agencement des bureaux et à comprendre qui était vraiment aux commandes par rapport à qui pensait simplement l'être. L'assistante administrative, Janet, a eu pitié de moi et m'a expliqué les règles non écrites. Monsieur Morrison, le jeune, n'aime pas les bavardages, m'a-t-elle averti. Allez droit au but, connaissez vos faits et ne lui faites jamais perdre son temps. Il a la tête de son père pour les affaires, mais aucune de sa patience pour les amabilités. Je l'apercevais parfois, traversant les couloirs avec cette énergie particulière qui vient de l'autorité absolue. Grand, cheveux bruns, costume cher qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Il avait le genre de présence qui faisait taire les conversations quand il entrait dans une pièce. Mais j'étais trop bas dans la hiérarchie de l'entreprise pour m'inquiéter d'impressionner le PDG. Ma patronne était Linda Harrison, directrice de l'analyse financière, une femme vive d'une 50aine d'années qui avait gravi les échelons depuis le service de dactylographie, à l'époque où de telles choses existaient. Tu me rappelles moi-même à ton âge, m'a-t-elle dit lors de ma première semaine. Affamée, déterminée. C'est bien. Tu auras besoin de ces deux qualités pour survivre ici. Le travail était exactement ce à quoi je m'attendais. De longues heures, des feuilles de calcul complexes, des rapports détaillés qui suivaient chaque centime entrant et sortant. J'étais douée pour ça. Peut-être parce que j'avais passé toute ma vie à suivre attentivement des ressources limitées. Quand on a vécu avec des bons d'alimentation et l'aide sociale, on développe un respect sain pour les budgets. 3 semaines plus tard, Linda m'a appelé dans son bureau. La réunion trimestrielle du conseil d'administration a lieu vendredi prochain, a-t-elle annoncé. J'ai besoin de quelqu'un pour présenter l'analyse du 3e trimestre. Ça t'intéresse? Mon cœur a fait un bond. Les réunions du conseil signifiaient un contact direct avec les dirigeants, y compris Marcus Morrison. C'était exactement le genre d'opportunité que j'espérais. Absolument, ai-je dit, en essayant de ne pas paraître aussi enthousiaste que je l'étais. J'ai passé toute la semaine à me préparer, à répéter ma présentation jusqu'à ce que je puisse la réciter à l'envers. J'ai fait des recherches sur chaque membre du conseil, étudié leur parcours et leurs intérêts, me suis préparé à toutes les questions possibles qu'ils pourraient me poser. Le matin de la réunion, j'ai enfilé mon plus beau tailleur, un ensemble bleu marine que j'avais acheté dans un magasin discount mais que j'avais fait retoucher pour qu'il soit parfaitement ajusté. Professionnel, mais pas tapa accent grave l'œil, compétent, mais pas menaçant. L'uniforme soigneusement calibré d'une femme essayant d'être prise au sérieux dans un monde d'hommes. Je suis arrivé à la salle de conseil 15 minutes en avance, mon sac d'ordinateur portable serré dans mes paumes moites comme un bouclier. La pièce était impressionnante. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Une immense table en acajou qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Des fauteuils en cuir qui chuchotaient, des décisions importantes sont prises ici. Les membres du conseil sont arrivés progressivement, discutant entre eux pendant que j'installais ma présentation. Je les ai reconnus grâce à leurs photos. Principalement des hommes plus âgés en costume cher, plus de femmes qui avaient ce vernis particulier qui vient de décennies de succès en entreprise. Et puis Marcus Morrison est entré. C'est à ce moment-là que tout a changé. Dès qu'il est entré dans la salle de réunion, l'énergie a changé. Les conversations se sont interrompues, les postures se sont redressées, et soudain tout le monde était un peu plus alerte. Marcus Morrison commandait l'attention sans même essayer. Le genre d'autorité naturelle qu'on ne peut ni feindre ni acheter. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Début de la trentaine, peut-être, avec des traits fins qui suggéraient l'intelligence plutôt qu'une beauté conventionnelle. Cheveux bruns, yeux plus sombres encore, et une présence qui rendait la spacieuse salle de réunion plus petite. « Bonjour », dit-il en prenant sa place au bout de la table. Sa voix était profonde, cultivée, avec juste assez de chaleur pour vous rappeler qu'il était humain sous toute cette armure d'entreprise. Et puis je l'ai vu. Alors qu'il attrapait sa tasse de café, la lumière a touché quelque chose sur sa main droite qui a glacé mon sang dans mes veines. La bague. La même pierre d'émeraude, le même sertissage en or antique, le même design unique qui était gravé dans ma mémoire depuis l'enfance.
La bague que mon père portait chaque jour. Celle dont il m'avait dit qu'elle appartenait à son père et à son grand-père avant lui. Mes documents de présentation se sont éparpillés alors que mes mains se mettaient à trembler. À 26 ans, j'étais en train de m'effondrer dans la réunion la plus importante de ma carrière à cause d'un bijou. Mademoiselle Harper ? La voix de Linda semblait venir de très loin. Êtes-vous prête à commencer ? Je me suis éclairci la gorge, j'ai forcé mes mains à se stabiliser et j'ai cliqué sur la première diapositive de ma présentation. D'une manière ou d'une autre, la mémoire musculaire et des années de préparation m'ont porté pendant les 30 minutes suivantes. J'entendais ma propre voix expliquer les tendances du marché et les marges bénéficiaires. Je me voyais pointer des graphiques et des tableaux. Je répondais aux questions avec des statistiques que j'avais mémorisées des jours auparavant. Mais pendant tout ce temps, mes yeux revenaient sans cesse sur cette bague. Ce ne pouvait pas être la même. Impossible. Le monde n'était pas si petit. Des coïncidences comme ça n'arrivaient pas à des gens comme moi. Il devait y avoir des milliers de bagues en émeraude dans le monde. Des centaines avec des sertissages similaires. Mon esprit me jouait des tours, voyant ce qu'il voulait voir parce que j'avais pensé à mon père récemment. Sauf que je savais que c'était la même bague. Je le savais comme on connaît son propre reflet, avec une certitude absolue qui dépassait la logique et la raison. Excellent travail, mademoiselle Harper, a dit Marcus quand j'ai eu fini. Et j'ai réalisé que la réunion était terminée sans me souvenir des 10 dernières minutes. Votre analyse était approfondie et bien présentée. Merci, monsieur Morrison, ai-je réussi à dire, rassemblant mes affaires avec des mains qui tremblaient encore légèrement. Alors que les membres du conseil sortaient en discutant de leurs plans pour le déjeuner et de leur réunion de l'après-midi, je me suis attardé près des fenêtres, faisant semblant de ranger mon ordinateur portable tout en essayant de digérer ce que je venais de voir. Mademoiselle Harper. Je me suis retourné pour trouver Marcus Morrison debout derrière moi, assez près pour que je sente une touche de parfum de luxe mêlée à quelque chose qui lui était propre. Je voulais vous dire personnellement à quel point j'ai été impressionné par votre présentation, dit-il. Linda a mentionné que vous n'êtes avec nous que depuis quelques semaines. Oui, monsieur. 3 semaines aujourd'hui. Eh bien, vous avez clairement fait vos devoirs. J'ai hâte de voir davantage de votre travail. Il a commencé à se détourner, puis s'est arrêté. Est-ce que tout va bien ? Vous sembliez un peu distraite pendant la réunion. C'était ma chance. L'ouverture parfaite pour poser une question sur la bague, pour résoudre le mystère qui me rongeait depuis 18 ans. Au lieu de cela, je me suis entendu dire, bien, juste un peu nerveuse. Première réunion du conseil, tout ça. Il a souri, et pendant un instant, il a semblé moins un titan de l'entreprise et plus quelqu'un avec qui j'aurais pu être ami dans une autre vie. Vous vous en êtes bien sorti. La nervosité passera. Et puis il est parti, me laissant seul avec la ligne d'horizon de la ville et la certitude que le seul lien concret avec mon père était assis dans son bureau, prenant des décisions qui affectaient la vie de milliers de personnes. J'ai passé le reste de la journée dans le brouillard, saisissant mécaniquement des données et effectuant des calculs pendant que mon esprit tournait en rond. Comment Marcus Morrison pouvait-il avoir la bague de mon père ? L'avait-il achetée lors d'une vente de succession, héritée de quelqu'un d'autre, trouvée chez un antiquaire ? Ou y avait-il une autre explication, une qui changerait tout ce que je croyais savoir sur mon passé ? Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, voyant cette pierre d'émeraude chaque fois que je fermais les yeux. Avez-vous déjà vécu quelque chose de si choquant que votre cerveau refuse simplement de le traiter ? Comme lorsque vous êtes dans un accident et que tout se déroule au ralenti en attendant que la réalité rattrape son retard ? C'était toute ma semaine après la réunion du conseil. J'ai agi mécaniquement dans mon travail, analysant des rapports, assistant à des réunions, faisant semblant de me soucier des projections trimestrielles, tandis que mon esprit était obsédé par cette bague. Chaque explication logique que je trouvais semblait plus ridicule que la précédente. Peut-être que mon père l'avait vendue avant de disparaître. Peut-être que c'était un héritage familial qui avait été transmis à travers plusieurs familles. Peut-être que je m'étais trompé sur ce que j'avais vu, ma mémoire déformée par des années de vœux pieux et de questions non résolues. Mais au fond de moi, je savais que non.
J'avais passé assez de nuits blanches enfants à tracer cette bague dans mon esprit, me souvenant de chaque détail de son sertissage unique. Ce n'était pas un cas d'erreur d'identité ou de faux espoirs. C'était la vraie, ce qui signifiait que Marcus Morrison était d'une manière ou d'une autre lié à mon père. J'ai commencé à faire des recherches sur la famille Morrison, veillant tard dans la nuit, parcourant des articles de journaux et des profils d'entreprises. Robert Morrison, le fondateur, avait bâti sa fortune à partir de rien, en commençant par un unique projet de construction dans les années 1970 et en s'étendant à l'immobilier, puis à la technologie, puis à tout ce qui semblait rentable à l'époque. Mais je n'ai trouvé aucun lien avec mon père. Pas de partenariats commerciaux, pas d'association commune, rien qui n'expliquerait comment la bague de mon père s'était retrouvée à la main de son fils. Tu as été distraite ces derniers temps, a observé Linda mercredi, me surprenant à fixer mon écran d'ordinateur d'un air absent pour la 3e fois ce matin-là. Juste en train de m'adapter à la nouvelle charge de travail, ai-je menti, en affichant une feuille de calcul sur laquelle je faisais semblant de travailler. La présentation au Morrison était vraiment impressionnante, a-t-elle poursuivi. 3 membres du conseil m'en ont parlé. Ce genre d'attention de la part de la direction si tôt dans votre carrière. Eh bien, ce n'est pas quelque chose que vous voulez gâcher. Elle avait raison, bien sûr. On me donnait des opportunités que la plupart des analystes juniors tueraient pour avoir, et je les gaspillais parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à un bijou. Mais comment expliquer à votre patronne que vous pensez que votre PDG pourrait détenir la clé de toute votre histoire personnelle ? Jeudi après-midi, j'étais dans la salle de pause des employés pour prendre un café quand Marcus Morrison est entré. Juste lui, sans assistant ni cadre à sa suite, l'air étonnamment normal alors qu'il insérait des pièces dans le distributeur automatique. Mademoiselle Harper, dit-il, me remarquant près de la cafetière, ma tasse figée à mi-chemin de mes lèvres. Monsieur Morrison, ai-je réussi à dire. S'il vous plaît, appelez-moi Marcus. La formalité me fait sentir vieux. Il était amical, accessible, l'occasion parfaite de poser la question qui me brûlait la poitrine depuis 5 jours. Au lieu de cela, j'ai dit, le distributeur automatique avale l'argent des gens toute la semaine. Il a regardé la machine, qui venait d'avaler ses pièces sans distribuer les chips qu'il avait sélectionnés, et a ri. Ça ne m'étonne pas. Il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre, j'imagine. En fait, me suis-je entendu dire, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a haussé un sourcil, attendant que j'explique. Mon père disait ça à propos des problèmes. Certains problèmes, l'argent ne peut pas les résoudre, Nathalie, mais la plupart du temps, il peut aider. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir, et j'ai senti mon visage rougir. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai mentionné ça. Votre père semble être un homme pratique, a dit Marcus doucement. Que fait-il ? L'ouverture était là, parfaite et naturelle, et tout ce que j'avais espéré. Je ne suis pas sûre. Il est parti quand j'avais 8 ans. Quelque chose a vacillé sur le visage de Marcus. De la sympathie, peut-être, ou de la reconnaissance. Je suis désolée. Ça a dû être difficile. C'était il y a longtemps, ai-je dit, posant ma tasse de café avant que mes mains tremblantes ne la laissent tomber. N'empêche, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait le regarder plus attentivement. Un père ne devrait pas abandonner ses enfants. La façon dont il l'a dit, avec une telle conviction, m'a fait me demander s'il parlait d'expérience. Votre père a bâti un sacré empire, ai-je dit prudemment. Vous avez dû apprendre beaucoup d'eux. En effet, son expression est devenue pensive. Bien que toutes ces leçons n'aient pas été intentionnelles. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, son téléphone a vibré et le moment a été rompu. Le devoir m'appelle, dit-il avec un sourire d'excuse. Profitez bien de votre après-midi, Nathalie. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé qu'il avait utilisé mon prénom. 3 jours de plus de nuits blanches et de journées de travail distraites passèrent avant que je trouve enfin le courage de faire quelque chose qui pourrait soit répondre à toutes mes questions, soit mettre fin à ma carrière avant qu'elle n'ait vraiment commencé. J'allais demander à Marcus Morrison des informations sur sa bague. L'occasion s'est présentée vendredi après-midi, lorsque Linda m'a envoyé à l'étage pour livrer les rapports trimestriels à son bureau.
Il les attend pour 17 heures, dit-elle en me tendant un épais dossier. Ne traîne pas. Il a un dîner d'affaires à 18 heures. L'étage de la direction était comme entrer dans un autre monde. Moquettes épaisses, œuvre d'art originale, le genre de mobilier qui chuchotait la vieille fortune et le pouvoir établi. L'assistante de Marcus m'a dirigé vers son bureau, un espace d'angle avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur toute la ville. Il était au téléphone quand je suis arrivée, me faisant signe de m'asseoir dans un fauteuil pendant qu'il terminait sa conversation. Je me suis assise, le dossier serré sur mes genoux, essayant de ne pas écouter sa discussion sur les négociations de fusion et les cours des actions. « Désolé pour ça », dit-il en raccrochant et en tournant son attention vers moi. Tentative de prise de contrôle hostile. Rien de personnel, juste les affaires. Mais ça demande quand même une gestion délicate. Les rapports trimestriels, ai-je dit en me levant pour lui tendre le dossier. Excellent. L'équipe de Linda continue de m'impressionner. Il a mis le dossier de côté sans l'ouvrir, ce qui m'a indiqué que la livraison était soit une routine, soit que j'étais sur le point d'être renvoyée pour ma distraction de plus en plus évidente. Nathalie, dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. Puis-je vous demander quelque chose ? Mon cœur s'est arrêté. Bien sûr. Vous semblez préoccupé ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ? S'il y a quelque chose qui affecte vos performances au travail, je préférerais en parler directement plutôt que de laisser cela devenir un problème. C'était le moment de vérité. Je pouvais mentir, inventer une excuse sur des problèmes personnels ou le stress au travail, et continuer à vivre avec des questions qui me rendraient probablement folle pour le reste de ma vie. Ou je pouvais prendre le plus grand risque que j'ai jamais pris et poser une question sur la bague. En fait, me suis-je entendu dire, ma voix plus stable que je ne le sentais, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Il a hoché la tête, attendant. Votre bague, les mots sont sortis d'un trait avant que je ne perde mon courage. Celle avec l'émeraude. Elle est très distinctive. Sa réaction a été immédiate et sans équivoque. Toute couleur a disparu de son visage, sa main s'est instinctivement déplacée pour couvrir la bague et ses yeux se sont verrouillés sur les miens avec une intensité qui m'a donné envie de fuir la pièce. Où a-t-il commencé, puis s'est arrêté en s'éclaircissant la gorge. Qu'est-ce qu'il y a avec ma bague ? Je pense l'avoir déjà vue, ai-je dit, mes mains tremblant tellement que j'ai dû les joindre. Quand j'étais enfant, mon père en avait une exactement comme ça. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Marcus me fixait avec une expression que je ne pouvais pas lire, son visage passant par le choc, l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Finalement, il a parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quel est votre nom complet ? Nathalie Harper. Nathalie Elizabeth Harper. Il a fermé les yeux, se penchant en arrière dans son fauteuil comme si le poids de ce qu'il traitait était trop lourd à supporter assis. Quel était le nom de votre père ? A-t-il demandé sans ouvrir les yeux. Je ne sais pas. Ma mère ne me l'a jamais dit. Elle disait que son nom était David, mais je ne sais pas si c'était son vrai nom ou quel était son nom de famille. Il est parti quand j'avais 8 ans, et ma mère est morte quand j'en avais 14 sans jamais expliquer qui il était vraiment. Marcus a ouvert les yeux et m'a regardé avec quelque chose qui pouvait être de la pitié, de la tristesse, ou une combinaison des deux. Cette bague, dit-il lentement, appartenait à mon père, et avant lui, à mon grand-père. Elle est dans la famille Morrison depuis 3 générations. Mon monde a basculé. C'est impossible, ai-je murmuré. Nathalie, dit-il doucement, je pense que nous devons avoir une très longue conversation. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque toute l'histoire de votre vie est réécrite en une seule conversation ? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Marcus a fermé son ordinateur portable et a contourné son bureau pour s'asseoir dans le fauteuil à côté du mien, nous mettant au même niveau. Le geste semblait significatif, comme s'il essayait de minimiser la dynamique de pouvoir entre nous. Quand mon père est mort il y a 6 mois, a-t-il commencé, sa voix prudente et mesurée, les avocats ont trouvé des dispositions inhabituelles dans son testament. Je suis resté parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne brise le sortilège qui permettait à cette conversation d'avoir lieu. Il y avait un fond en fiducie,
a-t-il poursuivi. Créé il y a 26 ans avec des instructions pour qu'il soit conservé jusqu'à ce qu'une personne spécifique soit localisée. Une fille qu'il avait reconnue légalement mais qu'il n'avait jamais ramenée dans notre famille. Ma respiration est devenue superficielle. Une fille, Nathalie Elizabeth, née de Rebecca Harper à Portland, Oregon. Les avocats essayaient de la localiser depuis des mois, mais Rebecca Harper est décédée il y a 12 ans, et sa fille avait apparemment quitté le système de placement familial sans laisser d'adresse. La pièce a commencé à tourner. J'ai agrippé les accoudoirs de mon fauteuil, essayant de m'ancrer à quelque chose de solide pendant que toute ma compréhension de la réalité s'effondrait autour de moi. C'est moi, ai-je murmuré. Rebecca était ma mère. Marcus a hoché la tête lentement. Quand vous avez mentionné que votre père était parti quand vous aviez 8 ans, la chronologie correspond. Mon père faisait de fréquents voyages d'affaires à Portland à cette époque. Il disait toujours que c'était pour des opportunités immobilières, mais il nous rendait visite, ai-je terminé. Il menait une double vie. Il semble que oui. J'ai trouvé des registres d'un bail d'appartement à Portland. Des paiements de loyer qui ont continué pendant des années après que vous ayez dit qu'il avait disparu de votre vie. Et cette bague, il a baissé les yeux sur sa main. Je l'ai héritée à la mort de mon père, avec une note qui disait qu'elle devait aller à son fils. J'ai supposé que cela me désignait. Peut-être que c'était le cas, ai-je dit, hébété. Peut-être que je n'étais jamais censé faire partie de l'équation. Non. Sa voix était ferme. Les documents légaux sont très clairs. Vous avez été reconnue comme sa fille. Nathalie, il a mis de l'argent de côté pour votre éducation, votre avenir. Il n'a juste jamais parlé de moi à votre famille, ai-je complété. Jamais ramené à la maison. Jamais choisi au détriment de sa vie légitime. Le silence s'est étiré entre nous, lourd d'implications et de réalisations trop grandes pour être traité d'un coup. Est-ce que votre mère sait, ai-je finalement demandé. Pour moi, je veux dire. L'expression de Marcus s'est assombrie. Elle le saura maintenant. Mais Nathalie, vous devez comprendre. Ma mère a toujours su que mon père avait des liaisons. Elle a choisi de les ignorer pour maintenir les apparences et la stabilité familiale. Découvrir qu'une de ces liaisons a produit un enfant. Ce sera plus difficile à accepter pour elle. Une liaison? Le mot avait un goût amer. C'est ce que ma mère était pour lui. Ce que j'étais. Une famille secrète qu'il visitait quand c'était pratique. Vous étiez sa fille, a dit Marcus fermement. Quelles que soient les circonstances de votre naissance, quelles que soient les erreurs qu'il a commises, vous étiez son enfant. Et selon ses documents, il ne l'a jamais oublié. J'ai ri, un son qui ressemblait plus à un sanglot. Il n'a jamais oublié, mais il n'est jamais revenu non plus. Quand ma mère est tombée malade, quand elle est morte, quand j'ai été ballottée entre les familles d'accueil, où était sa responsabilité alors? Je ne sais pas, a admis Marcus. Je ne peux pas défendre des choix que je ne comprends pas. Mais je peux vous dire ceci. Vous êtes ici maintenant. Vous êtes de sa famille. Et ça signifie quelque chose. Famille? Le mot que j'avais passé 18 ans à désirer entendre. Et maintenant qu'on me l'offrait, je n'étais pas sûre de le vouloir. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a dit Marcus en prenant son téléphone, j'appelle nos avocats et je fais le nécessaire pour que vous ayez accès à ce qui vous revient de droit. Et ensuite, si vous le souhaitez, j'aimerais que vous rencontriez ma mère. J'ai pensé à la petite fille qui rêvait que son père revienne avec des explications et des excuses, qu'il imaginait la cherchant, désespéré de réparer ce qui l'avait forcé à partir. Cette petite fille aurait été ravie de cette révélation. La femme que j'étais devenue était plus prudente. Elle ne va pas être contente de ça, n'est-ce pas? Le sourire de Marcus était désabusé. Probablement pas. Mais le bonheur et l'acceptation sont deux choses différentes. Donnez-lui du temps, Nathalie. Donnez-nous à tous le temps de nous adapter à cette nouvelle réalité. Nouvelle réalité. Comme si toute ma vie jusqu'à présent n'avait été qu'un entraînement pour ce qui allait suivre.
Le manoir de la famille Morrison s'étendait sur 2 hectares dans le quartier le plus exclusif de la ville, le genre d'endroit où il fallait un rendez-vous juste pour circuler dans la rue. Alors que la voiture de Marcus serpentait dans l'allée circulaire, j'ai essayé de calmer mes nerfs en me rappelant que j'avais tout à fait le droit d'être là. Ça ne rendait pas la situation moins surréaliste. Ma mère, peut être intense, a prévenu Marcus alors que nous approchions de la porte d'entrée. Elle a eu 48 heures pour digérer la nouvelle à votre sujet, ce qui est soit assez de temps pour l'accepter, soit assez de temps pour construire une défense vraiment solide contre elle. Réconfortant, ai-je marmonné, lissant ma jupe pour la 100e fois. La maison était tout ce que j'attendais de la vieille fortune. Hall d'entrée en marbre, lustre en cristal, peinture à l'huile qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Mais elle semblait froide, comme un musée où des gens vivent par hasard plutôt qu'un endroit où une famille a grandi. Elizabeth Morrison nous attendait dans ce que Marcus appelait le salon, un espace formel avec des meubles anciens d'apparence inconfortable et des fleurs fraîches qui avaient clairement été arrangées par des professionnels. Elle était élégante de la manière qui ne vient qu'avec des générations d'éducation et de formation, les cheveux argentés parfaitement coiffés, portant le genre de bijoux discrets qui chuchotaient leur valeur plutôt que de la crier. Elle me regardait aussi comme si j'étais quelque chose de désagréable qu'elle avait trouvé sous sa chaussure. « Mère », a dit Marcus, sa voix soigneusement neutre. « J'aimerais te présenter Nathalie Harper. » Mademoiselle Harper, a-t-elle reconnu d'un léger signe de tête, sans prendre la peine de se lever ou de tendre la main. « Veuillez vous asseoir. » Je me suis perchée sur le bord d'une chaise qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe, soudain très consciente de mon inadéquation dans cet environnement immaculé. Je comprends qu'il y a des questions juridiques à discuter, a poursuivi Elisabeth, son ton suggérant que nous étions là pour négocier un accord commercial plutôt que pour reconnaître des liens familiaux. Plus que des questions juridiques, mère, a dit fermement Marcus. Nathalie est la fille de papa. C'est ce que les documents suggèrent, a-t-elle répondu froidement. Bien que je pense que nous pouvons tous convenir que la biologie ne crée pas automatiquement des liens familiaux. Le rejet m'a piqué, même si je m'y attendais. Cette femme venait de découvrir l'enfant secret de son mari, après tout. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle m'accueille à bras ouverts. Je ne suis pas ici pour perturber votre famille, ai-je dit doucement. Je voulais juste des réponses sur mon père. L'expression d'Elisabeth s'est adoucie, presque imperceptiblement. Votre mère était Rebecca Harper? Oui, madame. Je savais pour elle, a-t-elle dit, et l'aveu a flotté dans l'air comme une confession. Je savais que Robert voyait quelqu'un à Portland. J'ai choisi de ne pas enquêter sur les détails parce que je ne voulais pas savoir jusqu'où allait sa tromperie. Mais vous saviez pour moi, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Je m'en doutais. Quand les avocats ont trouvé le fonds en fiducie et l'acte de naissance, cela a confirmé ce que j'avais toujours craint. Que les visites de Robert à Portland n'étaient pas seulement pour les affaires. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant des jardins qui semblaient sortir d'un magazine. Vous devez comprendre quelque chose, mademoiselle Harper. J'ai construit ma vie autour du maintien de la réputation et de la stabilité de cette famille. Les indiscrétions de Robert étaient gérables tant qu'elles restaient privées. Mais un enfant change tout. J'ai 26 ans, ai-je fait remarquer. Plus vraiment une enfant. Non, a-t-elle convenu en se retournant vers moi. Vous êtes une adulte qui a tout à fait le droit légal de réclamer son héritage et sa place dans cette famille. La question est de savoir si c'est ce que vous voulez vraiment. C'était une question juste, une que je me posais depuis que j'avais quitté le bureau de Marcus 2 jours plus tôt. Je ne sais pas ce que je veux, ai-je admis. La vérité l'est rarement, a dit Elisabeth, et pour la première fois, sa voix contenait quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Mais c'est ce avec quoi nous devons travailler. Elle est retournée à sa chaise, m'étudiant avec le genre d'évaluation minutieuse que j'imaginais qu'elle appliquait aux investissements potentiels. Si vous décidez de poursuivre cette relation, a-t-elle finalement dit, je veux que vous compreniez que ce ne sera pas simple. Il y aura de la publicité, des questions de la part de nos associés, des complications sociales que vous n'avez pas envisagées. Essayez-vous de me dissuader de réclamer mon héritage? J'essaie de m'assurer que vous comprenez ce que vous réclamez, a-t-elle corrigé.
L'argent est la partie facile, mademoiselle Harper. C'est tout le reste qui se complique. Elle avait raison, bien sûr. J'avais été tellement concentrée sur le vide en forme de père dans mon passé que je n'avais pas vraiment envisagé les complications futures que cette révélation créerait. Cependant, a-t-elle poursuivi en se redressant sur sa chaise, Marcus a raison sur une chose. Quelles que soient les défaillances de votre père en tant que mari, elle ne diminue pas sa responsabilité en tant que parent. Vous êtes sa fille, et cela signifie quelque chose dans cette famille. Ce n'était pas exactement un accueil chaleureux, mais ce n'était pas non plus un rejet. Les bureaux du cabinet d'avocat Peyton et Associates occupaient un étage entier d'un immeuble du centre-ville qui criait « Affaires juridiques sérieuses traitées ici ». Alors que Marcus et moi étions assis dans la salle de conférence, attendant que les avocats arrivent avec ce qu'ils appelaient « la documentation complète », je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point ma vie était devenue surréaliste. Il y a 3 semaines, j'étais une analyste junior essayant de joindre les deux bouts avec un salaire de débutant. Maintenant, j'étais sur le point de découvrir exactement combien d'argent mon père avait mis de côté pour une fille qu'il n'avait jamais reconnue publiquement. Nerveuse, a demandé Marcus, me voyant jouer avec mon stylo. Terrifié, ai-je admis. Tout cela se passe si vite. Nous pouvons ralentir si vous avez besoin de plus de temps pour tout digérer. J'ai secoué la tête. Non, je veux des réponses. J'ai attendu 18 ans. Je ne veux plus attendre. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et 3 avocats sont entrés, portant des dossiers assez épais pour étouffer un cheval. James Peyton, l'associé principal, était exactement ce à quoi on s'attend de quelqu'un qui gère des successions de milliardaires. Cheveux argentés, costume cher, le genre d'autorité tranquille qui vient de décennies à gérer l'argent des autres. Mademoiselle Harper, dit-il en me tendant la main. Je suis très heureux de vous rencontrer enfin. Nous vous cherchons depuis un certain temps. C'est ce que j'ai entendu. Je crois comprendre qu'il y a des documents que je dois voir. En effet. Avant de commencer, cependant, je veux que vous compreniez que votre père a été très précis sur les conditions dans lesquelles ces informations devaient être révélées. Il voulait s'assurer que si vous étiez un jour retrouvés, vous comprendriez à la fois vos droits et la complexité de votre situation. Il a ouvert le premier dossier et a étalé des papiers sur la table polie. Acte de naissance, reconnaissance légale de paternité, document du fonds en fiducie et une lettre cachetée avec mon nom écrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas, mais que je savais appartenir à mon père. Le fonds en fiducie a été créé l'année de votre naissance, a expliqué Peyton. Votre père y a contribué régulièrement jusqu'à sa mort, avec des instructions pour qu'il soit conservé à perpétuité jusqu'à ce que vous soyez localisé et puissiez le réclamer. Combien, ai-je demandé, me sentant immédiatement grossière de faire de l'argent la première question. La valeur actuelle est d'environ 2,8 millions de dollars, a-t-il dit d'un ton neutre, comme s'il parlait de la météo. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. J'avais grandi avec des bons d'alimentation et des vêtements de seconde main, j'avais cumulé 3 emplois pour me payer l'université, j'avais vécu dans un studio où le chauffage fonctionnait à peine, et pendant tout ce temps, il y avait près de 3 millions de dollars sur un compte à mon nom. Il a également laissé des instructions spécifiques concernant Morrison Industries, a poursuivi Peyton. En tant que sa fille, vous avez le droit d'hériter d'une partie de ses actions dans l'entreprise. Pas une participation majoritaire, mais assez pour faire de vous une actionnaire importante et vous donner un siège au conseil d'administration si vous choisissez de le réclamer. J'ai regardé Marcus, dont l'expression était soigneusement neutre. Étais-tu au courant de ça? Je me doutais qu'il pourrait y avoir des actions de l'entreprise en jeu, a-t-il admis. Mais je n'ai connu les détails que ce matin. Peyton a fait glisser un autre document sur la table. Il y a aussi la question de la propriété de Portland. Votre père possédait l'immeuble où vous et votre mère viviez. Il a continué à y faire des améliorations et à couvrir les frais d'entretien bien après votre départ. Selon ces dossiers, il n'a jamais perdu espoir que vous puissiez y retourner un jour. L'immeuble, l'endroit où j'avais passé les 8 premières années de ma vie, où ma mère avait lutté pour payer un loyer que nous ne devions apparemment même pas. Il en avait été le propriétaire pendant tout ce temps. Pourquoi ne nous l'a-t-il pas simplement dit, ai-je murmuré. Pourquoi ce secret, ces mensonges, cet abandon?
S'il tenait assez à moi pour mettre tout ça en place, pourquoi n'est-il pas resté? L'expression de Peyton s'est adoucie. Peut-être que sa lettre apportera quelques réponses. Il m'a tendu l'enveloppe scellée, mon nom écrit dessus à l'encre passée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, dépliant des pages qui avaient attendu 26 ans pour être lues. Ma chère Nathalie. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu as enfin appris la vérité sur qui tu es. J'espère que tu pourras pardonner la lâcheté d'un vieil homme qui n'a pas eu le courage de te dire ces choses de mon vivant. J'ai aimé ta mère plus que je n'en avais le droit, et je t'ai aimé dès l'instant où tu es né. Mais j'étais un homme marié avec des responsabilités envers une autre famille. Et je me suis convaincue qu'en vous gardant secrète, je protégeais tout le monde. J'avais tort. Je le sais maintenant. Je suis partie quand tu avais 8 ans parce qu'Elisabeth a découvert notre relation et a menacé de détruire tout ce que j'avais construit si je n'y mettais pas fin immédiatement. Je pensais protéger ta mère et toi en disparaissant. Mais je vois maintenant que je me protégeais moi-même. L'argent, les actions de l'entreprise, la propriété, ce sont de piètres substituts au père que tu méritais. Mais ils t'appartiennent de droit, et j'espère qu'ils pourront t'apporter une sécurité que mon absence n'a jamais pu t'offrir. Tu as un frère en Marcus. C'est un homme bon, meilleur que je ne l'étais. Si tu choisis de prendre ta place dans cette famille, j'espère que tu trouveras en lui le frère que tu n'as jamais su que tu avais. Je suis désolée, Nathalie, pour les mensonges, l'abandon, les années de questions que j'ai laissées sans réponse. Tu méritais mieux qu'un père qui t'aimait de loin. Avec tout mon amour et mes regrets, Robert Morrison, papa. J'ai lu la lettre 2 fois avant de la poser, ma vision brouillée par les larmes. Je n'avais pas réalisé que je pleurais. Voilà donc la réponse que j'avais cherchée toute ma vie. Il était parti parce que sa femme l'avait menacé, et il avait choisi sa famille légitime plutôt que sa famille secrète. Ce n'était pas la réunion de contes de fées dont j'avais rêvé enfant, mais au moins, c'était la vérité. Avez-vous déjà vu votre vie entière changer en l'espace d'un après-midi? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai signé ces papiers, réclamant officiellement un héritage dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. 2,8 millions de dollars, des actions d'entreprise valant plusieurs autres millions, des biens immobiliers, des portefeuilles d'investissement qui avaient fait fructifier l'argent de la culpabilité de mon père pendant 18 ans. Je suis sortie de ce cabinet d'avocats en étant l'une des personnes de moins de 30 ans les plus riches de la ville, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que rien de tout cela ne me rendrait l'enfance que j'avais perdue. Comment digères-tu tout ça? A demandé Marcus alors que nous étions assis dans sa voiture devant le cabinet d'avocats, aucun de nous n'étant tout à fait prêt à retourner à une vie normale. Je n'arrête pas de penser à ma mère, ai-je dit honnêtement. À quel point elle a travaillé dur, combien d'emplois elle a pris pour nous maintenir à flot, et pendant tout ce temps, il payait le loyer sans nous le dire. Elle est morte en pensant que nous étions des cas de charité. Peut-être qu'il pensait protéger sa fierté. Ou peut-être qu'il protégeait sa propre conscience coupable. L'amertume dans ma voix m'a surprise. Désolé. Je sais qu'il était aussi ton père. Ne t'excuse pas. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Marcus s'est adossé au siège, l'air soudain fatigué. Quelle raison? Il n'a jamais été vraiment présent. Même quand il était là physiquement. Toujours en voyage, toujours au travail, toujours concentré sur la construction de cet empire au lieu d'être un père. J'ai passé mon enfance à essayer de gagner son attention et son approbation. J'ai réfléchi à ça, à la façon dont nous avions vécu différemment les défaillances du même homme. Marcus avait grandi avec tous les avantages matériels, mais s'était senti négligé émotionnellement. J'avais grandi avec rien, mais j'avais chéri chaque moment d'attention que mon père m'avait donné pendant ces 8 premières années. Au moins, tu savais qu'il existait, ai-je fait remarquer. Au moins, il ne t'a pas abandonné, a rétorqué Marcus. Nous sommes restés en silence un moment, tous deux aux prises avec les émotions complexes qui accompagnaient l'héritage des affaires inachevées de quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je finalement demandé. Maintenant, tu décides de ce que tu veux faire de tout ça. L'argent, les actions de l'entreprise, les liens familiaux. Rien de tout cela n'est assorti de conditions. Nathalie, tu peux prendre l'héritage et nous tourner le dos à tous si c'est ce que tu préfères.
L'option était tentante. Prendre l'argent, quitter mon travail, disparaître sur une île tropicale où personne ne connaîtrait mon histoire familiale compliquée. Recommencer à zéro avec assez de sécurité financière pour faire ce que je voulais pour le reste de ma vie. Mais quelque chose me retenait. Que ferais-tu si je prenais les actions de l'entreprise, ai-je demandé. J'accueillerais ton aide. Honnêtement, diriger Morrison Industries seul est écrasant. Avoir un membre de la famille qui comprend vraiment les affaires pour partager la responsabilité serait un soulagement. Même si je suis illégitime? Même si m'accepter pourrait causer des problèmes avec ta mère et tes cercles sociaux? Surtout à cause de ça, a-t-il dit fermement. Cette famille a déjà trop de secrets. Il est peut-être temps que nous commencions à être honnêtes sur qui nous sommes vraiment. Je l'ai regardé, mon demi-frère, qui avait hérité des mêmes yeux que notre père, et apparemment de la même obstination qui avait bâti un empire. Il y a une semaine, il était mon PDG intimidant. Maintenant, il était la seule famille qu'il me restait. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, l'ai-je prévenu. Tu connais l'analyse financière. Tu comprends la stratégie commerciale et tu as plus d'expérience du monde réel que la plupart des gens qui héritent de postes comme celui-ci. Le reste, on le découvrira ensemble. Ensemble, j'ai testé le mot, essayant d'imaginer à quoi cela pourrait ressembler. Partenaire, a-t-il clarifié. Frère et sœur. Ce que tu préfères. J'ai pensé à la petite fille qui rêvait d'avoir un grand frère pour la protéger des aspects effrayants du placement familial, qui imaginait des dîners de famille, des traditions de vacances et des gens qui partageaient son histoire. D'accord, ai-je finalement dit. Essayons la famille. Mais je garde mon appartement et mon indépendance. Ça ne veut pas dire que tu dois t'occuper de moi ou prendre des décisions à ma place. Marcus a souri, et pour la première fois depuis le début de toute cette révélation, son sourire semblait sincère plutôt que prudent. Je n'y penserai même pas. Tu t'es très bien occupé de toi-même pendant 26 ans. Et si ta mère décide qu'elle ne peut pas supporter ma présence, alors c'est son choix. Mais tu ne vas nulle part, Nathalie. Tu as autant le droit de faire partie de cette famille que n'importe qui d'autre. Alors que nous retournions vers le centre-ville, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Le même visage, les mêmes cheveux, la même fille qui était entrée dans ce cabinet d'avocat 3 heures plus tôt. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seule au monde. 3 mois après la signature des papiers de succession, je m'adaptais encore à la réalité surréaliste d'avoir plus d'argent que je ne savais quoi en faire et une famille qui apprenait lentement à m'inclure dans son orbite. La transition n'a pas été facile. Rien dans cette situation n'était assez simple pour être facile. Mais cela se produisait. Elizabeth Morrison et moi étions parvenus à ce que l'on pourrait généreusement appeler une détente. Elle ne me verrait jamais comme autre chose que la preuve de la trahison de son mari, mais elle avait cessé de me traiter comme une intruse lors des dîners de famille. Un progrès, en quelque sorte. Vous vous débrouillez bien dans les réunions du conseil, m'a-t-elle dit après mon 3e mois à assister aux sessions mensuelles de Morrison Industries. Mieux que certaines personnes qui sont dans les affaires depuis des décennies. Venant d'elle, c'était comme recevoir un prix Nobel. Marcus et moi trouvions notre rythme en tant que partenaires commerciaux, bien que la partie fraternelle soit encore en cours d'élaboration. Nous avions hérité du même esprit analytique et de la même obstination, ce qui faisait de nous des collaborateurs efficaces et des adversaires occasionnels à parts égales. Tu te rends compte que tu ne peux pas simplement mettre en œuvre toutes tes idées de réforme au cours des 6 premiers mois, avait-il dit lors de notre dernier désaccord sur les avantages sociaux des employés. Et tu te rends compte qu'avoir de l'argent ne signifie pas que nous devrions ignorer les gens qui nous aident à le gagner, avais-je rétorqué. Mais nous apprenions à naviguer dans ces conflits sans les mines émotionnelles qui accompagnent la plupart des entreprises familiales. Peut-être parce que nous avions tous les deux grandi en nous sentant comme des étrangers de différentes manières, nous comprenions la valeur de créer quelque chose de plus inclusif que ce dont nous avions hérité. La propriété de Portland avait été la plus grande surprise. Parcourir l'immeuble où j'avais passé mon enfance, maintenant en tant que propriétaire plutôt que locataire, c'était comme entrer dans un univers parallèle. Les locataires actuels étaient principalement de jeunes familles et des résidents âgés qui étaient là depuis des années,
tous payant un loyer inférieur au marché parce que mon père ne l'avait apparemment jamais augmenté de manière significative. C'est comme s'il essayait de prendre soin de la communauté dont tu faisais partie, avait observé Marcus lors de notre visite de l'immeuble. Sa façon de rester connecté à cette partie de sa vie. J'ai décidé de le conserver en tant que logement abordable, en créant une fondation pour l'entretenir correctement tout en maintenant des loyers raisonnables pour les personnes qui avaient besoin d'un logement sûr et décent. C'était la bonne façon d'honorer à la fois la mémoire de ma mère et les meilleures intentions de mon père. L'argent lui-même était encore une adaptation. J'avais ouvert des comptes d'investissement et engagé des conseillers financiers, mais je vivais avec une fraction de ce que je pouvais me permettre pendant que je déterminais le genre de vie que je voulais vraiment construire. Grandir dans la pauvreté m'avait appris la différence entre les désirs et les besoins, et avoir soudainement des désirs illimités à ma portée était écrasant. Mais la partie familiale, c'était la vraie révélation. Les dîners du dimanche chez les Morrison étaient devenus une routine. Elisabeth supervisait des repas formels où nous discutions des affaires, de l'actualité et de tout sauf des émotions compliquées qui nous avaient réunis. Ce n'était pas chaleureux, exactement, mais c'était constant, prévisible, quelque chose sur quoi je pouvais compter. Marcus et moi avions commencé à nous retrouver pour un café tous les mardis matins, un rituel qui avait commencé comme une planification commerciale et avait évolué vers quelque chose qui ressemblait presque à une relation fraternelle normale. Nous nous disputions sur la politique de l'entreprise, partagions des histoires sur nos enfances différentes et comblions lentement les lacunes que 18 ans de séparation avaient créées. Tu te demandes parfois ce qui se serait passé s'il t'avait ramené à la maison quand tu avais 8 ans, a-t-il demandé lors d'une de ces conversations. Tous les jours, ai-je admis. Aussi, tous les jours. Ce n'était pas la réunion de famille dont j'avais rêvé enfant. Il y avait trop d'émotions compliquées et de blessures non résolues pour une fin de conte de fées. Mais c'était réel, et c'était à moi. Et j'apprenais à apprécier la différence entre le parfait et l'authentique. La bague était devenue un symbole de cette complexité. Marcus m'avait proposé de me la rendre, puisqu'elle avait appartenu à l'origine à notre père, mais j'avais refusé. Il te l'a donnée, avais-je dit. Ça signifie quelque chose aussi. À la place, nous avions fait faire des bagues assorties. Pierres différentes, même sertissage. La sienne est restée en émeraude, la mienne était en saphir. Une façon d'honorer le lien tout en reconnaissant que nos relations avec notre père avaient été fondamentalement différentes. Certains soirs, généralement quand j'étais seule dans mon appartement, je regardais cette bague et je pensais à toutes les questions qui ne trouveraient jamais de réponse. Si mon père avait vraiment aimé ma mère ou si elle n'avait été qu'une échappatoire commode à sa vraie vie. S'il avait jamais eu l'intention de parler de moi à Elisabeth ou s'il avait eu l'intention d'emporter le secret dans sa tombe. Si je lui avais vraiment manqué après son départ. Mais j'apprenais à vivre avec des questions sans réponse. La petite fille qui avait besoin d'explications de contes de fées était devenue une femme capable de gérer des vérités compliquées. Et la vérité était la suivante, j'appartenais enfin à quelque part. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour d'autres histoires vraies incroyables de famille, de secrets et de seconde chance. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais assise dans le bureau du PDG de Morrison Industries, aidant mon demi-frère à planifier l'expansion de l'empire commercial de notre famille, je lui aurais ri au nez. Il y a 6 mois, j'étais une analyste junior vivant d'un chèque de paie à l'autre, sans famille et sans autre perspective que de gravir lentement une échelle d'entreprise. Aujourd'hui, j'examine des plans d'architecte pour un nouveau projet de logements abordables qui portera le nom de ma mère, tout en portant une bague en saphir assortie à celle en émeraude de mon frère et en répondant aux SMS de ma belle-mère pour savoir si je préfère le saumon ou le poulet pour le dîner de dimanche prochain. La vie est drôle comme ça. Juste au moment où vous pensez avoir accepté que certaines questions n'auront jamais de réponse, l'univers décide de vous offrir une fin d'histoire que vous n'aviez jamais vue venir. La bague d'émeraude, celle par qui tout a commencé, est placée en bonne place sur le bureau de Marcus, captant la lumière de l'après-midi depuis les fenêtres du sol au plafond qui donnent sur la ville où j'ai grandi, invisible et seul. Parfois, je le surprends à la tourner sur son doigt de la même manière que je me souviens que notre père le faisait. Et je me demande s'il pense aux choix qui nous ont tous conduits à ce point.
Elizabeth Morrison ne sera jamais la belle-mère chaleureuse et attentionnée que promettent les films de Noël, mais elle est devenue quelque chose de plus précieux, une femme qui respecte mon intelligence et m'inclut dans les décisions familiales, même lorsque ces décisions sont difficiles. Elle m'apprend les responsabilités qui accompagnent la richesse et l'influence. Des leçons que mon père n'a jamais eu la chance de partager. L'argent ne fait pas de toi une meilleure personne, m'a-t-elle dit la semaine dernière alors que nous examinions les propositions de financement pour la Fondation Morrison. Mais il te donne le pouvoir de faire de meilleures choses. Utilise ce pouvoir à bon escient. La fondation était mon idée. Une façon de canaliser une partie de la fortune dont j'avais hérité dans des programmes qui aidaient les jeunes sortant du système de placement familial. Des jeunes comme j'avais été, qui avaient besoin que quelqu'un croie en leur potentiel même quand ils ne le voyaient pas eux-mêmes. Marcus avait immédiatement soutenu l'idée. Papa nous a laissé plus que de l'argent, avait-il dit. Il nous a laissé l'obligation de faire quelque chose de significatif avec. Le côté commercial de ma nouvelle vie m'est venu étonnamment naturellement. Il s'avère que grandir dans la pauvreté vous enseigne de précieuses leçons sur la gestion des ressources et la pensée stratégique que les écoles de commerce essaient de reproduire dans des études de cas. Quand vous avez dû choisir entre payer le loyer et acheter des provisions, les décisions budgétaires d'entreprise semblent presque simples en comparaison. J'ai gardé mon appartement en centre-ville, malgré les suggestions de Marcus de déménager dans quelque chose de plus approprié à ma nouvelle valeur nette. Le petit studio avec son chauffage douteux et sa vue inexistante me rappelle d'où je viens. Il me garde les pieds sur terre d'une manière que les halls en marbre et les ascenseurs privés ne pourraient pas. De plus, j'aime avoir un espace qui est entièrement à moi, décoré avec des meubles que j'ai choisis et des livres que je lis vraiment, plutôt que le genre de vie de vitrine qui vient avec les manoirs hérités. Certains soirs, je m'assois près de ma seule fenêtre et je pense au père que j'ai trouvé et perdu dans la même révélation. À l'homme qui m'aimait assez pour me laisser de l'argent mais pas assez pour rester et m'élever. Au choix qui se répercute à travers les générations, créant des conséquences que personne n'aurait pu prévoir. Je pense aussi à ma mère, et je me demande ce qu'elle penserait de tout ça. Si elle serait fière de la femme que je suis devenue ou préoccupée par la richesse dont j'ai hérité. Si elle comprendrait ma décision de pardonner à un homme qui nous a abandonnés toutes les deux, à sa manière compliquée. La vérité, c'est que je ne comprendrai peut-être jamais entièrement pourquoi mon père a fait les choix qu'il a faits, pourquoi il m'a gardée secrète, pourquoi il est parti quand sa femme nous a découvertes, pourquoi il n'a jamais essayé de se réconcilier après la mort de ma mère. Mais j'ai appris à vivre avec des questions qui n'ont pas de réponse parfaite. Ce que je comprends, c'est ceci, l'appartenance ne ressemble pas toujours à la promesse des contes de fées. Parfois, c'est désordonné et compliqué et plein de gens qui vous aiment imparfaitement. Parfois, c'est construit sur une perte partagée plutôt que sur une joie partagée. Mais c'est toujours de l'appartenance. La petite fille qui rêvait que son père revienne la sauver du placement familial n'aurait jamais pu imaginer cette fin. Non pas parce qu'elle est plus heureuse qu'elle ne l'espérait, mais parce qu'elle est plus complexe qu'elle n'aurait pu le comprendre. Je n'ai pas eu le père dont je rêvais. Mais j'ai eu autre chose. Un frère qui valorise mes opinions, une belle-mère qui remet en question ma pensée, et les ressources pour m'assurer que d'autres enfants ne grandissent pas en se sentant aussi seuls que moi. J'ai eu une famille qui a choisi de m'inclure, même quand il aurait été plus facile de ne pas le faire. Et au final, cela s'est avéré valoir plus que toutes les bagues en émeraude et tous les fonds en fiducie du monde. La bague m'a peut-être ramené à la maison, mais ce sont les gens qui ont décidé de me faire une place qui ont rendu la chose digne d'y rester. Parfois, les meilleures fins ne consistent pas à obtenir ce que vous avez toujours voulu. Parfois, elles consistent à découvrir que ce dont vous aviez réellement besoin était tout autre chose.